Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Jacques Attali vient de faire paraître dans la collection Bouquins chez Robert Laffont 3 essais sur les penseurs du monde, Pascal, Marx et Gandhi. Et c'est sur le deuxième que Franck Ferrand s'est arrêté aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Il fut un temps, il y a, disons un demi-siècle environ, où le monde était dominé par la stature de Marx. La moitié de la planète se réclamait de lui. Un monde dominé donc et en même temps modelé par sa pensée. La majorité des universitaires se réclamaient d'une approche marxiste ou marxisante. Eh bien aujourd'hui on peut dire que le reflux s'est effectué à l'extrême et on a l'impression qu'au contraire la pensée de Marx est devenue une sorte de repoussoir. J'ai trouvé très intéressant d'écouter Jacques Attali sur ce sujet. Et Franck, vous avez également invité une jeune comédienne. Oui, Audrey Vernon, qui, vous allez le voir, dépoussière Marx et a énormément de choses à nous raconter. Vous savez, mon ambition est toute simple aujourd'hui, c'est renouveler un peu la vision que vous avez, plus ou moins, d'un penseur aussi légendaire que méconnu. Allons-y Julia, point levé. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Regardez ce qui se passe au sein des classes ouvrières. Ne voyez-vous pas que leurs passions de politique sont devenues sociales? Ne voyez-vous pas qu'il se répand dans leur sein des opinions, des idées qui ne vont point seulement renverser telle loi, tel ministère, tel gouvernement même, mais la société? N'entendez-vous pas qu'on y répète sans cesse que la division des biens faite jusqu'à présent dans le monde est injuste, que la propriété repose sur des bases qui ne sont pas des bases équitables? Celui qui apostrophe ainsi les députés en janvier 1848, on est donc à quelques jours de la Révolution qui va installer la Deuxième République, celui qui s'exprime avec autant de clairvoyance s'appelle Alexis de Tocqueville. Il a, l'un des premiers, vu monter dans la société les idées qu'on appellera bientôt socialistes et le projet révolutionnaire qui prend alors le nom de communisme. Au moment où cette révolution secoue Paris et indirectement la France, en février 48 donc, l'homme qui va formaliser ces idées nouvelles, leur donner cohérence et force, l'homme qui va fonder le socle de tout leur développement, l'historien, le philosophe, l'économiste Karl Marx, ne vit déjà plus dans la capitale française. Il s'est installé en France, enfin il s'y était installé. La France pour lui c'est le pays de Proudhon, n'est-ce pas? Il s'était installé en 1843, fuyant la censure d'Outre-Rhin. Il en a été expulsé début 1845 par le gouvernement de Louis-Philippe, le roi bourgeois, et il s'est replié à ce moment-là à Bruxelles où l'a rejoint son ami Engels qu'il avait rencontré à Paris. Dès qu'il perçoit les échos de la révolution parisienne, évidemment, Marx est tout de suite attiré. Il est de retour à Paris fin février 48. Et puis, comme le mouvement révolutionnaire a tendance à s'étendre à une partie de l'Europe, et notamment à l'Allemagne, Marx prend la route de Cologne. Seulement, là-bas, les révolutionnaires manquent leur coup. Marx est bientôt poursuivi en justice. Il est certes acquitté, mais expulsé. Il repasse alors par Paris, où le régime du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte ne veut pas de lui davantage. Comme presque tous les grands proscrits, il ira s'installer à Londres, définitivement, avec sa femme Jenny et leur fille. C'est donc en Angleterre que Marx rédigera son œuvre majeure, Le Capital, mais entre-temps, en février 1848, c'est-à-dire au moment même où éclatait en France la révolution qui devait chasser Louis-Philippe, Marx publiait, à Londres déjà, un opuscule qu'il avait donc rédigé en Belgique, texte fondateur de ce qui, bon gré mal gré, allait devenir le manifeste du Parti communiste et qui à l'époque s'intitulait Manifeste de la Ligue. C'est assez court, hein, je vous dis c'est un opuscule, ça fait 23 pages in octavo, dans l'édition originale en tout cas, qui est en allemand. Là sont posés les termes de ce qui un jour deviendra le marxisme, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours et l'histoire de lutte de classe, écrivent Marx et Engels, qui précisent que c'est vrai aussi dans la société bourgeoise moderne. Or, cette bourgeoisie, je cite, au cours d'une domination de classe à peine séculaire a créé des forces productives
plus nombreuses et plus colossales que ne l'avaient fait l'ensemble des générations passées. Dites-vous bien que pour Marx, nous allons y revenir évidemment sur tout cet aspect-là, dites-vous que la base réelle de toutes les formes sociales, l'infrastructure, doit justement être cherchée dans les modes de production. L'industrialisation à outrance aboutit à des crises de surproduction, à l'exploitation de l'homme par l'homme, exploitation de ce que le manifeste appelle le prolétariat. Un prolétariat qui s'appauvrit sans cesse, c'est la loi de paupérisation. La lutte du prolétariat, classe révolutionnaire, contre la bourgeoisie a donc commencé. Elle conduira tôt ou tard au renversement violent des exploiteurs et aboutira au triomphe des exploités, à une société sans classe. Notez que le manifeste ne parle pas, l'expression ne viendra que bien plus tard, de dictature du prolétariat. Pour commencer à cerner la pensée de Karl Marx, il faudrait parler de mouvement, d'une histoire considérée comme constamment dynamique, de matérialisme dialectique, bref, de toute la future vulgate marxiste, entrée aujourd'hui dans un vocabulaire qui n'a plus grand-chose de révolutionnaire. Ce vocabulaire, cette pensée, ses applications et ses inflexions, ou les débuts de son application, les débuts qu'ils ont pu connaître dans l'histoire, c'est ce que nous allons voir dans un instant en compagnie de Jacques Attali. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à Karl Marx, Franck. Un auteur qui, il y a 40 ans, était loin d'être un marxiste, c'est même un euphémisme, André Frossard. On était à l'époque où le marxisme dominait largement l'horizon des intellectuels, écrivait « Marx avait tout prévu excepté le marxisme. Cet homme qui a porté quelque temps l'espérance d'une classe confinée dans sa misère par l'égoïsme social a eu le tort d'ériger les faits en principe. Les hommes peuvent vivre partout, certes, mais pas dans un système. » Et si c'était le contraire en fin de compte, et si Marx avait eu raison, au moins de son point de vue, d'ériger les faits en principe ? Pourtant, juste avant l'aube du siècle suivant, où nous sommes, ces théories, sa conception du monde ont été universellement rejetées. La pratique politique construite autour de son nom a été renvoyée aux poubelles de l'histoire. Aujourd'hui, presque plus personne ne l'étudie et il est de bon ton de soutenir qu'il s'est trompé en croyant le capitalisme moribond et le socialisme à portée de main. Aux yeux de beaucoup, il passe pour le principal responsable de quelques-uns des plus grands crimes de l'histoire et en particulier des pires perversions qui marquèrent la fin du précédent millénaire, du nazisme au stalinisme. À lire son œuvre de près, ajoute Jacques Attali, on découvre pourtant qu'il a vu bien avant tout le monde en quoi le capitalisme constituait une libération des aliénations antérieures. On découvre aussi qu'il ne l'a jamais pensé à l'agonie et qu'il n'a jamais cru le socialisme possible dans un seul pays, mais qu'il a fait au contraire l'apologie du libre-échange et de la mondialisation et qu'il a prévu que la révolution ne viendrait, si elle advenait, que comme le dépassement d'un capitalisme devenu universel. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la vision que vous nous donnez de Karl Marx dans cette introduction à l'étude que vous lui consacrez, qui est une étude biographique et philosophique, cette introduction est assez inattendue. Vous nous faites presque de Marx l'apôtre de la mondialisation. Non, le penseur de la mondialisation, pas l'apôtre. J'ai essayé d'écrire une biographie, donc une biographie exhaustive, sereine et qui devenait possible parce que les dictates et les dogmes étaient tombés. Et je dois dire très simplement que je connaissais très mal Marx dans ma jeunesse parce que je l'ai jamais étudié à l'école. J'ai moi-même jamais été communiste, mais j'ai toujours été fasciné par sa pensée. Et plus j'ai travaillé sur lui, plus j'ai travaillé sur sa vie, plus j'ai lu à peu près tout ce qu'il a écrit, plus j'ai été fasciné par l'extraordinaire intelligence, l'immense modernité et le fait que ça reste un penseur incroyablement actuel. Alors, il a une vie passionnante et son œuvre ne s'explique pas sans sa vie réciproquement, mais en même temps, il est vrai que à chaque moment de sa vie, on s'aperçoit, ou de son œuvre, on s'aperçoit que ce qu'on lui a fait dire après n'a rien à voir. Par exemple, vous avez parlé de la dictature du prolétariat. Pendant très longtemps, il appelle ça dictature provisoire. Et la seule fois où il parle de dictature du prolétariat, il dit explicitement que pour lui, la dictature du prolétariat ne doit pas empêcher la démocratie politique,
la liberté de la presse et l'indépendance des juges. Assez loin de la caricature qu'on a fait de sa pensée ultérieurement. Il avait payé pour cela, puisque dans ces 3 domaines, il avait été quand même victime. Une grande victime. Alors, nous allons revenir tout à l'heure, en compagnie d'Audrey Vernon, sur la vie, sur un certain nombre d'aspects de la psychologie, de la personnalité, des influences de Karl Marx. Là, nous allons passer, nous, très vite, si vous voulez, sur la vie. Quelques mots seulement pour comprendre néanmoins de qui nous parlons. Quelques mots de ses origines, d'abord. Il est né, il était le fils d'un avocat, donc il est né dans une bourgeoisie tout à fait confortable. Oui, il est d'une grande famille de rabbins de père en fils depuis des générations. Son père ne s'est converti au protestantisme, pas au catholicisme, qui était pourtant la religion dominante de la ville, que parce qu'il était obligé... La ville, c'est Trèves, Trier, comme disent les Allemands, tout près de la frontière française, en Rhénanie. Et son père ne s'est converti que parce que c'était ça où abandonnait la profession d'avocat. C'est d'ailleurs lié à la conquête française, parce que si Trier était resté une ville française et n'était pas revenu après 1815 dans l'orbite allemande, il n'aurait pu rester avocat et juif. Et donc, son fils né Karl Mordechai Marx, et son père est sans doute resté juif dans sa pratique, même s'il ne l'est plus en apparence. Mais officiellement et socialement, ils sont convertis au protestantisme. Et son père et sa mère ont une influence considérable sur lui. Son père est d'une extrême pudeur, une extrême intelligence. Et son père l'envoie faire des études, il veut qu'il réussisse. Son père aurait rêvé qu'il reprenne la fonction d'avocat ou qu'il soit un grand philosophe, parce qu'au fond, quand on est dans cette partie de l'Allemagne, la grande réussite, c'est d'être professeur de philosophie ou docteur. Donc il l'envoie faire des études à Berlin, et quand son fils lui dit qu'il veut renoncer aux études de droit pour faire des études de philosophie, ce qui est une sorte de consternation pour le père lui écrit une lettre bouleversante que j'ai reproduite dans cette biographie, où le père lui dit écoute, je vous donne toute liberté, ou je te donne toute liberté de faire ce que tu veux, mais je suis un peu inquiet de ta distance aristocratique à l'égard de l'argent. Je trouve que c'est une formule très très belle, parce que c'est une façon pudique de dire au fils, écoute, tu dépenses beaucoup d'argent. En fait, en codicile de cette lettre, il y a une lettre de la sœur de Marx qui lui dit, écoute, papa n'a plus de sous et tu dépenses tout. Mais en fait, la distance aristocratique à l'égard de l'argent, ça renvoie bien à ce que Marx avait lui-même, c'est-à-dire le souci d'une société sans argent. Et au fond, c'est pour ça que c'est très loin de la façon dont on a pensé sa conception du socialisme ultérieurement. Pour lui, le socialisme, c'est une société sans argent. C'est une société de la gratuité, qui viendra forcément, évidemment, dans un monde d'abondance, donc après le capitalisme et pas à la place. Et le rapport même de Marx à l'argent est essentiel dans toute son existence. Il va passer son temps à sacrifier son bien-être et celui de sa famille, de cette femme qu'il adore, on va y venir tout à l'heure, de ses enfants, etc., à un combat, littéralement, à une espèce de mission qu'il a. Ce qui est même fascinant, c'est que, en effet, tout ce que vous dites est tout à fait vrai, il refuse de travailler, et même au moment où il écrit le manifeste, en 1847-48, janvier 48, dernière semaine de janvier 48, lui naît un fils qui va mourir en Angleterre, littéralement de faim, parce que son père refuse de travailler. Tout ce qu'il faut savoir sur Marx, c'est dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et nous sommes toujours en compagnie de Jacques Attali sur Europe 1. Nous nous intéressons aujourd'hui, Franck, à la pensée de Marx et à la distinction peut-être qu'il faudra faire avec le marxisme. Oui, voilà. Et je pense qu'il faut la faire d'entrée de jeu, Jacques Attali. Oui, ce que vous avez cité, le texte d'André Fossard, je suis d'accord avec presque tout, sauf la fin. C'est vrai, Marx était hostile au marxisme. Marx n'a jamais pensé marxisme. Mais d'ailleurs, il a des mots assez durs à la toute fin de sa vie là-dessus. Je raconte à la fin du livre comment sa pensée était volée, en fait, en quelque sorte, par ceux qui l'ont récupéré, qui étaient un certain nombre de ses héritiers, ses héritiers intellectuels, en particulier allemands, qui ont repris ses manuscrits, l'ont retranscrit à l'envers et ont fait... Ils avaient absolument besoin d'une doctrine pour un socialisme dans un seul pays. Donc il fallait ça. Et en particulier, explicitement, Marx, dans certaines lettres de la fin de sa vie, dit... Peut-être que le socialisme sera possible en commençant dans un pays qui peut être l'Allemagne ou l'Angleterre, parce qu'ils sont à la pointe du capitalisme, oui. Mais sûrement pas en Russie. Il dit explicitement pas en Russie, parce que il a beaucoup étudié le MIR, la propriété collective russe, et dit ça, c'est pas possible. Ils sont trop loin de l'évolution nécessaire pour que le socialisme devienne possible. Néanmoins, Marx n'est pas seulement un penseur, c'est un activiste. C'est quelqu'un qui veut que les idées entrent dans le réel. C'est très important de le dire aussi. C'est un homme d'action qui pense monde tout de suite
et qui ne crée qu'une seule organisation, c'est l'Association internationale du travail, une sorte de syndicat mondial. Dans son optique, la globalisation est en marche, le capitalisme va devenir mondial, et donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est de rééquilibrer le rapport de force entre les forces du capital, qui sont inévitablement mondiales, il va le répéter, il le dit dans le manifeste, mais il va le répéter en long et en large tout au long de sa vie, et l'équilibrer par une force syndicale réunissant les travailleurs qui soient de même taille. Et donc il crée de minuscules organisations pathétiques et dérisoires, en fait. Mais qui se veulent d'emblée à vocation internationale. D'où le nom d'international. Ça naît dès 64, en fait. Bien avant, parce que la Ligue communiste dont vous avez parlé, qui rassemble les petites organisations... Là, c'est 20 ans plus tôt. Oui, c'est en 1847, qui récupère toute une série d'utopistes fantastiques qui sont des Italiens, des Anglais, des Français, des Allemands, des gens fantastiques. Il y a toute une génération extraordinaire à cette époque. Et qui sont... perdus au milieu de nulle part, coincés, chassés par la police d'un pays à l'autre, et ça devient la Ligue communiste, et cette Ligue communiste où il y a 15 membres, qui fait un congrès avec 17 membres, et qui va exiger de lui d'écrire en une semaine un tout petit texte, parce que Marx a un mal fou à écrire ses livres, il recommence, au point que c'est illisible, je défie personne. Les manuscrits sont absolument illisibles. Non, indépendamment du fait que c'est un manuscrit illisible, mais le texte, je défie quiconque de prétendre avoir lu le Capital sans l'avoir traduit dans une langue moderne, parce que je me suis amusé à le faire dans le livre en prenant une page et en la traduisant en moderne. C'est très difficile, parce que Marx est tellement scrupuleux et comme le Capital l'a écrit en 20 ans, c'est très long. Mais par contre, quand il est journaliste, c'est un extraordinaire journaliste. Il va d'ailleurs gagner sa vie comme ça. Il écrit des textes magnifiques sur tout, sur l'Inde, sur les droits sociaux, sur les mœurs, formidables. Et le manifeste, il va l'écrire non pas, heureusement, comme un texte, un livre, mais comme un article de journal, en 4 jours, à toute vitesse. Et naturellement, c'est un texte magnifique, très clair. Au départ, c'est un étudiant en droit qui se met à faire de la philosophie. Le philosophe s'intéresse aux questions sociales et aborde finalement l'économie, dont il va devenir un des plus grands théoriciens. À mon sens, le plus grand, enfin, un des tout plus grands de l'histoire, oui, sans aucun doute. Quels sont les... Alors c'est vraiment, je crois, ne pas avoir d'expert plus indiqué pour poser une telle question. Quelles sont les grandes notions de l'économie que l'on doit spécifiquement à Marx? Qu'est-ce qu'il a apporté dans cette pensée économique? Je pense que ce qu'il a apporté d'abord de fondamental, que personne n'avait pensé avant lui, c'est l'interaction entre l'histoire et l'économie. C'est qu'on ne peut pas penser l'économie comme une science qui regarde des équilibres ou des déséquilibres, comme on le faisait déjà à cette époque, comme on le fait aujourd'hui, en cherchant un peu avec la mécanique. Une vision très littéraire, finalement, de l'économie. Lui, c'est une vision historique. L'économie ne se comprend que dans une dynamique historique. Alors, il a ces mots, la dialectique, la confrontation, les rapports de force, la lutte, mais c'est l'histoire. Et il a montré qu'il n'y a pas d'économie sans histoire. Et ça, c'est un apport majeur. À l'intérieur de ça, il invente un moteur de l'histoire, qui est la lutte de classe. Et alors, cette lutte de classe, il faut s'y arrêter un instant. C'est-à-dire que pour lui, tout est dans une forme de tension permanente et de tension ascensionnelle. Il y a toujours cette idée d'une classe qui veut chasser la précédente et se mettre à sa place, en quelque sorte. C'est en quoi c'est un dialecticien tout à fait dans la ligne d'Hegel ou qui sera dans un genre totalement différent, repris par Spengler, par exemple. On est dans ce genre de pensée-là. Sinon qu'il y a chez Hegel et Spengler une dynamique pessimiste. Alors que chez lui, elle est ascensionnelle. Elle est toujours positive. C'est ça. Au point même que beaucoup de gens n'ont pas voulu, à l'époque du communisme triomphant, relire les pages de Marx sur le capitalisme, où il explique que le capitalisme est une formidable libération par rapport aux forces obscurantistes antérieures du monde féodal, et que le socialisme doit se servir de la libération capitaliste pour bâtir une société sans argent. Le communisme, dans l'esprit de Marx, c'est une société incroyablement d'avant-garde, c'est une société où la gratuité règne. Et donc, il a inventé l'histoire, et il a inventé le fait que l'histoire... Je pense qu'il a aussi inventé la théorie de l'histoire, même s'il y avait d'autres historiens bien avant lui, comme vous le savez mieux que personne. Mais le fait de faire de l'économie le moteur de l'histoire, ça c'est son grand apport. Alors évidemment, il y a des détails à l'intérieur. Il y a la théorie de l'aliénation qui n'est pas la même chose que la théorie de l'exploitation. L'aliénation, pour Marx, c'est quelque chose qu'il vit profondément. L'aliénation, c'est la difficulté pour quelqu'un de se libérer de sa propre œuvre. Et Marx le vit totalement. Marx ne sait pas lâcher un manuscrit.
Ça, c'est de l'aliénation. Il ne sait pas, il n'y arrive pas. Et donc, il va garder le Capital pendant 20 ans, et il le refait au point qu'il devient de plus en plus mauvais, parce que quand vous gardez trop longtemps un manuscrit, ça devient et en même temps, sans vouloir être trop anecdotique, on peut comprendre que les conditions dans lesquelles il écrivait n'étaient pas évidentes. Il vivait dans un 2 pièces avec ses enfants, il allait écrire au British Museum, enfin tout ça. Oui, il vit dans la misère la plus noire, parce qu'il a refusé. C'est des conditions de travail lamentables, il faut dire. C'est l'Angleterre de cette époque. Ça, il vit dans des conditions effrayantes de misère, il ne travaille pas, il a un fils qui va mourir, des enfants qui sont très malades. Quelqu'un que moi je n'aime pas du tout, on aime les gens quand on les regarde, mais Engels je n'aime pas du tout parce que c'était quelqu'un qui est très riche, mais qui lui lâche les choses au compte-gouttes, avec un peu de souci de co-signer autant qu'il peut les textes, pour associer sa gloire en échange vraiment de misère, parce que Engels est vraiment très riche. On va revenir sur Engels dans un instant avec Audrey Vernon, pour parler de cette amitié entre les deux hommes, et notamment le rôle incroyable que va jouer Engels avec l'enfant naturel de Marx, parce que ça c'est un peu l'ombre au tableau en quelque sorte, on va y revenir. La dernière chose, oui pardon. Je vais juste ajouter quelque chose sur l'internationalisation et la mondialisation. Marx a une clairvoyance, il a compris que la mondialisation allait mettre en concurrence tous les travailleurs, et on voit aujourd'hui que c'est exactement ce qui se passe avec la Chine. Donc c'est pour ça que très tôt il a voulu créer une coordination entre tous les travailleurs du monde, parce qu'il avait pressenti cette future concurrence avec la colonisation et tout ça. Il y a un côté, en dehors de l'aspect historien et philosophe, il y a un côté visionnaire chez ce personnage. Pardon. Oui, il y a un côté visionnaire fabuleux qu'on trouve dans des textes moins connus. Ce mois de janvier 48 est extraordinaire, parce que c'est le mois de janvier où il écrit le manifeste, et il écrit 2 autres textes incroyablement visionnaires. Il écrit le texte fondateur sur la théorie de l'exploitation, dans un discours, et il écrit un texte en effet sur le libre-échange, où il fait devant les ouvriers l'apologie du libre-échange. Incroyable. Il fait l'apologie du libre-échange dans un texte qui ensuite va être repris dans le... et alors après, il est visionnaire parce que il observe, il va vivre assez vieux pour observer la Commune, où d'ailleurs il est mort... Commune de Paris, donc l'insurrection communiste de Paris. Il est mort de peur parce que sa fille est mariée à un grand communard français, et donc il est mort de peur de ce qui peut arriver, mais enfin il écrit quand même sur la Commune, et il voit dans la Commune son rêve pouvant se réaliser, peut-être, mais évidemment, ça va être vite balayé. Et là, il a vraiment des pensées extraordinairement prophétiques. Mais en même temps, comme il pense que le capitalisme est là pour très 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 longtemps, bien après lui, c'est pas son problème que d'inventer la théorie ni de la transition, c'est-à-dire le socialisme comme transition au communisme, ni encore moins la théorie du communisme. Je pense que c'est très très loin après lui. Et en même temps, en faisant ça, il retrouve la pensée messianique de ses origines juives, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une période intermédiaire entre ce qu'on appelle le millénarisme, les 1000 ans qui vont séparer l'arrivée du Messie de la réalisation du paradis terrestre. Heureusement que vous parlez de cet aspect messianique, parce que j'allais oublier un des aspects les plus importants et sur lequel il faut que nous nous attardions un instant, qui est le matérialisme. Pas de spiritualité chez Marx. Oui. Alors il y a évidemment l'idée que, et aussi c'est une très forte idée, c'est-à-dire que pour lui, il n'est pas le premier à l'avoir pensé, les idéologies et les religions sont le produit des rapports de force matériels. Et donc il faut revenir à la matière pour mieux comprendre quelles sont les idéologies qui vont dominer, d'où le fait qu'il va reprendre une formule qu'on a dit de lui, mais qui n'est pas de lui, sur la religion opium du peuple, et sur le fait qu'il est extrêmement violent contre toute forme d'obscurantisme qui vienne imposer au peuple une jouissance de la servitude. Heureusement que nous avons, dès le début de cette émission, établi une distinction assez nette entre Marx, sa pensée, et le marxisme, parce que, en gros, vous me dites quasiment à toutes les phrases, on lui a prêté telle idée, on lui a prêté tel terme, tel principe et tel projet. On a l'impression que lorsqu'on revient au texte même, c'est à la fois plus pur et un peu moins, un peu moins concret. Non, c'est un immense penseur. Il a écrit des milliers de pages et c'est des choses tellement énormes. Mais c'est vrai qu'à partir de sa mort, et je consacre tout un chapitre à ce qui se passe entre sa mort et aujourd'hui, on voit progressivement que sa pensée, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé avec les textes religieux dans toutes les religions. Les églises se construisent en réduisant, en utilisant, en caricaturant la pensée des fondateurs pour les mettre au service de l'église, et non pas au service de la vérité révélée. Marx est une sorte de vérité révélée, une vérité scientifique, il se prétendait comme telle,
Puis ensuite, il y a une église qui se construit dessus et qui, naturellement, élimine toutes les formes de doute, d'interrogation, de perplexité, de contradiction qu'il y a dans la pensée du maître. Et comme Marx ne veut pas du socialisme dans un seul pays, il faut vraiment lui faire dire le contraire de ce qu'il dit pour y arriver. Et donc, on finit par lui faire dire le contraire de ce qu'il dit. On change le sens de dictature du prolétariat, on admet l'idée de faire un État nationalisateur, alors que pour lui, c'était pas du tout le sujet. Les nationalisations, c'est pas le marxisme, ça n'a rien à voir. Ça peut être une étape dans une transition passagère, mais c'est pas son sujet. En fait, le paradoxe est au cœur vraiment de cette émission. Quand vous parlez d'un certain nombre de notions messianiques à propos de Marx, j'avoue qu'on est assez surpris et c'est intéressant de dépoussiérer en quelque sorte le personnage. Alors, si vous voulez bien, merci beaucoup Jacques Attali, nous allons entrer dans une dimension un peu plus anecdotique peut-être, mais qui me paraît très essentielle. C'est toute la question de la vie et notamment de la vie privée de Karl Marx. Vous allez voir qu'il aura été très, très amoureux. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Avec une émission consacrée cet après-midi sur Europe 1 à un penseur aussi légendaire que méconnu, Karl Marx, Franck. Karl Marx. Et elle s'appelait Jenny. Elle aura été Jenny, J-E-2-N-Y. Elle aura été le premier et le dernier, disons-le clairement, le seul amour de sa vie. Il l'avait connue très tôt pendant son enfance puisque leurs pères respectifs entretenaient des relations. Elle est la fille, Jenny, du baron von Westphalen, qui était un monsieur très important. Il était le premier conseiller du gouvernement local à Trèves. Et on disait d'elle qu'elle était tout simplement la plus jolie fille de Trèves. Imaginez, à 19 ans, on la décrit mince, grande, avec d'admirables yeux verts, un visage dont l'ovale parfait s'encadrait de splendides cheveux aux reflets roux. La plus belle fille de Trèves, avec un garçon dont le moins qu'on puisse dire est que lui n'était pas le plus beau garçon de Trèves, c'est le moins qu'on puisse dire. Il avait le teint sombre, on le surnommait le Maure dans sa jeunesse. Il avait ces espèces d'yeux de myope qui l'obligeaient à constamment cligner des yeux. Enfin bon, c'était pas du tout un beau garçon, disons-le, Karl Marx. Et il va avoir le culot absolument extraordinaire, lui le juif converti, lui qui est plus jeune que Jenny, puisqu'il a 4 ans de moins qu'elle, il a le culot d'aller demander sa main à son père, au baron. C'est peut-être d'ailleurs une des origines de la relative, comment pourrait-on dire, bienveillance que Marx dans ses œuvres marque à l'égard de l'aristocratie, contrairement à la bourgeoisie qui est constamment attaquée. Jenny va tomber malade. En fait, le père, dans un premier temps, le baron refuse. Il n'est pas question de donner la main de sa fille à cet étudiant dont on ne peut pas prédire grand-chose. Simplement, la jeune fille tombe malade, même très malade. Elle finit par avouer qu'elle est très amoureuse de lui, qu'elle avait 20 ans et lui 16 quand ils se sont secrètement fiancés. Et dit-elle, je n'épouserai jamais aucun autre homme que lui. Ce sera lui ou personne. Alors finalement, la famille consent et ils vont se fiancer. C'est le moment où Karl part pour Bonn, puis pour Berlin où il va faire ses études. Alors il écrit des lettres. Dans un premier temps, il n'a pas le droit d'écrire à sa fiancée. Donc il écrit des lettres à sa propre famille. Et puis comme Jenny vient souvent chez ses parents, il espère qu'on lui lit les lettres. Et donc je ne résiste pas au plaisir de vous lire une de ces fameuses lettres. Quand je vous ai quitté, un monde nouveau était né pour moi, le monde de l'amour. Et d'abord une ivresse nostalgique, un amour sans espoir. Alors il raconte son voyage, etc., etc. Il dit les grandes villes n'étaient pas plus agitées que mon sang. Les statistiques économiques dans les cours pas plus lourdes, tout aussi indigeste même que les fantasmes que je porte en moi, et en définitive, l'art n'est pas aussi beau que Jenny. Et bien entendu, tout ça est répété à la jeune fille qui en vérité est elle aussi transie d'amour, au moins autant que Karl. C'est un véritable amour, c'est plus qu'un coup de foudre, c'est un amour partagé, et qui, c'est le plus extraordinaire, il y aurait énormément à vous dire sur cet amour, on va peut-être y revenir dans un instant, mais ce qui est extraordinaire, c'est que cet amour résistera à toutes les épreuves, y compris à celle de l'extrême pauvreté londonienne. Une pauvreté qui va avoir raison de la santé même et de la vie d'un certain nombre des enfants du couple. Il y a entre ces deux-là, entre Karl et Jenny, une sorte de lien que rien ne saurait rompre. Et dans l'existence, dans un premier temps traquée, dans l'existence misérable, dans l'existence faite de petits espoirs et d'énormes soucis qui se râlent à l'heure, eh bien, l'amour perdurera jusqu'à la maladie de Jenny qui mourra d'un cancer, mais qui mourra très tard. Alors vers la fin de la vie
il y aura néanmoins un accroc, si je puis dire, puisqu'effectivement, Karl Marx va avoir une liaison avec la bonne du couple, une jeune servante qui est arrivée, qui a été envoyée par la mère de Madame Karl Marx. C'est la mère qui avait envoyé Hélène Demuth aider le couple. On l'appelle Lenchen dans la famille, et cette Lenchen sera d'une fidélité totale, puisque même lorsqu'on n'a plus du tout de quoi lui payer ses gages, elle reste fidèle, elle continue à servir la famille, et donc Karl Marx va lui donner un enfant qu'il renie, un enfant qu'il va laisser à Engels, son ami, le soin d'élever, si l'on peut dire. Je cite Alain Decaux là-dessus. Le terme est un peu brutal, mais c'est pour faire réagir Audrey Vernon. Marx, l'homme qui voulait refaire le monde par respect des règles bourgeoises, a renié son fils, écrivait Alain Decaux il y a 30 ans. Et Engels, qui l'endosse, le fait élever à petits frais, ne s'agit-il pas de l'enfant d'une bonne? Engels ne se décidera plus tard à avouer la vérité que pour éviter l'accusation d'avarice de sa part quant à l'éducation du fils de Marx. Voilà encore un révolutionnaire bien bourgeois, écrit Decaux. Jamais ne s'est si bien vérifié la théorie de Marx et d'Engels du conditionnement par la classe sociale. Un nouvel extrait sur Europe 1 de la symphonie numéro 1 de Gustave Mahler, Franck. Bonjour Audrey Vernon. Bonjour. Personnage quand même pour le moins contrasté que ce Marx. On l'a d'un côté dans une relation amoureuse parfaite, on peut dire, avec Jenny, et puis en même temps, bon, alors on peut dire que c'est un accro au contrat. Il a cet enfant naturel avec la servante. Alors déjà, c'est pas à la fin de leur vie, c'est assez tôt, c'est en 1851 que cette histoire arrive. Il faut savoir qu'ils vivaient tous les quatre en extrême harmonie avec Engels, Jenny et donc Hélène Demuth. La relation entre Marx et Engels était quotidienne. Ils s'écrivaient à peu près 2 ou 3 lettres par jour. Donc c'est vraiment une relation extrêmement proche. Engels vivait à Manchester, donc à 300 km de Londres, et tous les jours, il envoyait des billets de 5 pounds déchirés dans 2 enveloppes différentes pour que ça ne se vole pas à Marx afin de nourrir la famille Marx. Donc il y a d'un côté cette relation très forte d'amitié énorme. Pourquoi distribue-t-il sa générosité comme ça de façon très très... Pourquoi au compte-gouttes ? Parce que il est comptable dans l'entreprise familiale, donc le comptoir Hermann et Engels à Manchester, qui n'est pas encore actionnaire de la société. Il le deviendra plus tard, en 70. Et c'est à ce moment-là qu'il va donner à Marx une totale liberté parce qu'il va lui donner une rente annuelle. Mais avant, il est obligé de ruser, donc de tirer des traites sur la société. Il essaye d'envoyer le plus d'argent qu'il peut à Marx. Mais c'est vrai que par moments, c'est pas toujours facile, mais il est extrêmement prolifique avec lui. Il lui donne vraiment beaucoup d'argent, puisque Marx a été salarié d'un journal au tout début, la Gazette rhénane. Puis après, plus jamais il ne sera salarié. Il sera journaliste, donc pigiste, en gagnant 2 pounds par article pour le New York Daily Tribune. Et là, c'est encore très très beau dans la relation entre Marx et Engels, puisque Marx, n'écrivant encore pas bien anglais, il écrit à Engels ce dont il voudrait que Engels parle. Engels écrit l'article à Manchester, il le renvoie à Marx, qui le signe et qui l'envoie à New York. Donc finalement, ce qui est très beau dans cette relation, c'est que ils ont été, ce qui est à l'un et à l'autre, il n'y a aucune jalousie, aucune aigreur. Le fait que Marx signe les textes ou que Engels soit considéré comme co-auteur de certains textes alors que parfois il n'a rien fait. Enfin, c'est vraiment... Pas mal de textes, oui, bien sûr. C'est vraiment très, très communiste. Une fraternité, là, pour le coup. Oui, presque une gémellité entre eux. Une gémellité d'armes, en quelque sorte. Nous allons voir dans quelles conditions vivait vraiment cette famille Marx à Londres dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous parlons de la vie de Karl Marx, toujours en compagnie de la comédienne Audrey Vernon, Franck. Et Audrey Vernon nous parlait de cette amitié très forte entre Engels et Marx. On parle toujours, on dit, quand on est, vous savez, étudiant et tout ça, on dit Marx et Engels. Et c'est vrai que ce Engels, ce personnage-là, il passe toujours un peu inaperçu. C'est une histoire unique dans l'histoire de l'humanité de 2 personnes qui se connaissent à 25 ans et qui restent amies jusqu'à leur mort. Et c'est vrai que donc l'histoire de l'enfant est cet enfant naturel qu'a eu Marx. Hein. Oui, parce que c'est une façon aussi de souder ces 4 personnages, puisque donc Marx vit dans un 2 pièces sordide de Soho. Je peux vous lire un tout petit passage. Oui, avec plaisir. Un agent de police est allé dans l'appartement et a décrit ce qu'il voyait. Et donc il écrit
Il vit dans un des pires quartiers de Londres. Il occupe 2 pièces. La première donne sur la rue, c'est le salon. La chambre est derrière. Il n'y a pas un meuble propre et solide dans tout l'appartement. Tout est cassé, en pièces et déchiré. Partout règne le plus grand désordre. Il est dangereux de s'asseoir. Une chaise a seulement 3 pieds. Sur une autre chaise qui se trouve être entière, les enfants jouent à faire la cuisine. Cette chaise est offerte à l'invité, mais la bouillie des enfants n'a pas été enlevée. Si on s'assoit, on risque son pantalon. Rien de tout cela n'embarrasse Marx ou sa femme. Vous êtes reçus avec les meilleurs égards. Une pipe, du tabac ou quoi que ce soit qui se trouve là vous est offert le plus cordialement. La conversation agréable fait oublier les déficiences domestiques, au moins en partie. Quand on est accoutumé à la compagnie, on peut trouver ce cercle intéressant et même original. Voici la vraie image de la vie de famille du chef communiste Marx. C'est un peu inattendu, comme on a du mal à penser que c'est le même personnage qui va rédiger le Capital à la même époque. Et du coup, dans ce 2 pièces, ils vivent avec Marx, les 4 enfants et la bonne Lenchen. Et un jour, lorsque Jenny est en Hollande dans la famille de Karl pour chercher de l'argent, elle revient et elle s'aperçoit que Lenchen, donc sa meilleure amie, celle qui s'occupe de ses enfants, est enceinte de Karl. Donc là, Karl, embêté, écrit une lettre assez drôle à Engels où il lui dit « Il est arrivé un événement tragicomique ». Bon, les femmes jugeront si l'adultère d'un mari peut être considéré comme tragicomique. Et c'est là que Marx fait cette chose très curieuse. Il demande à Engels d'endosser la paternité de son enfant, de se faire passer pour le père de son enfant. Ce qui fait que les cartes sont complètement redistribuées puisque tout à coup, Engels, en plus d'être le meilleur ami, devient aussi le père de l'enfant de Marx. Marx est le père de l'enfant d'Engels. Jenny est la femme du père de l'enfant de Lenchen. On pourrait presque parler d'une famille recomposée, là. Complètement mélangé. Et au milieu de ça, pendant 10 ans, Karl va écrire le Capital dans des conditions matérielles misérables. Mais ces 4 personnes sont complètement soudées autour de ce destin qui est d'écrire le Capital. Et finalement, quand on peut voir dans le geste d'Engels la volonté de lui permettre d'accomplir cette grande œuvre. Et je peux vous lire encore un petit... Je ne sais pas si vous avez le temps de lire, mais ce que j'aimerais que vous nous disiez, c'est ce Capital dont Jacques Attali disait tout à l'heure qu'il est quasiment illisible dans sa version originale. Oui. Est-ce qu'il est encore, entre guillemets, d'actualité ? Est-ce que c'est une lecture qu'on pourrait conseiller, le Capital de Marx, sur Europe 1 à 14h ? Tout est possible. Oui, au niveau de la construction, c'est pas très bien construit parce qu'il s'y reprenait tout le temps à plusieurs fois. Mais à côté de ça, Karl Marx a inventé vraiment des choses, quand on parlait de qu'est-ce qu'il a inventé, il a quand même inventé la plus-value, il a inventé le concept d'appropriation par les capitalismes du travail des salariés, et c'est des choses qui sont complètement d'actualité puisque aujourd'hui, on s'est approprié le travail de la totalité de la population mondiale entre les mains de quelques personnes. Donc cette concentration des richesses, Karl Marx l'avait extrêmement bien comprise avant même qu'on puisse la soupçonner. Je veux juste avoir le temps de citer votre spectacle, Audrey Vernon. Ça s'appelle Marx et Génie. Et ce sera joué cet été au Théâtre 44 à Avignon. Du 7 au 28 juillet, ce sera 19h. Et vous allez également le jouer là, vous jouez en ce moment au Théâtre du Gymnase. Oui. Le mardi et le mercredi à 21h30, vous jouez Comment épouser un milliardaire, c'est ça ? Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et puis je rappelle l'ouvrage de Jacques Attali, Les penseurs du monde, c'est édité chez Robert Laffont.